Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les téléfilms français. Nos comptes initiatiques. Denise Brahimi. Les téléfilms français. Nos comptes initiatiques. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 56 877 8. EAN 9 782 296 568 778. Nos comptes initiatiques, les téléfilms français. La définition du téléfilm étant l'objet voire l'enjeu de tout cet essai de réflexion, on ne saurait commencer par là. Cependant, on peut déjà apporter quelques précisions en explicitant le premier mot. Pourquoi nos et qui est le nous auquel il renvoie ? Ce nous désigne les téléspectateurs français, amateurs de téléfilms non moins français, ce qu'il ne faut évidemment pas prendre pour une proclamation nationaliste, encore moins pour une provocation. Chacun en a vu passer au moins quelques-uns sur le petit écran, surtout quand ils sont annoncés comme des nouveautés de l'année, proposés pour la première fois sur l'une des 3 premières chaînes du PAF ou sur Arte. On peut en voir d'autres sur des chaînes moins fréquentées, Direct 8, W9, NT1, Énergie 12, Teva, mais dont le rôle est justement de repasser des succès plus ou moins avérés et jugés exploitables pendant ce qu'on estime être leur durée de vie, plus ou moins une douzaine d'années. Cette insistance sur le mot « français » peut paraître troublante en notre époque de mondialisation, et pour éviter tout soupçon de préjugés politiques ou idéologiques, il faut évidemment s'en expliquer. Pourquoi le téléfilm est-il un genre national, alors que si peu de productions culturelles le sont aujourd'hui ? En fait, la réponse est peut-être justement dans cette manière de poser la question. Le téléfilm français, dont on verra bientôt une 50aine d'exemples, semble avoir pour objet principal de combler certains manques et de se substituer à des pratiques, à des enseignements ou à des genres artistiques aujourd'hui disparus, parce que d'autres se sont substitués à eux. La géographie et l'histoire de France y sont très présentes, ainsi que la vie civique à la française, dans le cadre municipal, et l'on dirait bien que ces domaines ont été pris en charge par le téléfilm à partir du constat que l'école s'en chargeait fort peu. Son avantage par rapport à ce qui peut subsister de cet enseignement est d'avoir une grande diffusion médiatique et de donner aux téléspectateurs tous les plaisirs qu'ils attendent de la fiction 1. L'idée de départ est donc qu'il existe en France une production de téléfilms principalement destinée aux habitants de ce pays, où d'ailleurs l'action est toujours située prenant à la lettre le mot d'ordre de décentralisation 3, le genre profite de cette belle diversité des provinces françaises qui ne peuvent manquer d'apprécier la mise en valeur de leurs traits originaux. En ce sens, on pourrait dire que le téléfilm français prend la relève de ce que Balzac appelait les scènes de la vie de province, mais avec des intentions beaucoup moins critiques, et moins critiques aussi que celles de Chabrol par exemple qui au sein de la Nouvelle Vague en avait pris le relais. En ce sens, Chabrol est plus près de Balzac que du téléfilm parce qu'il ignore la décentralisation positive, qui apparaît dans toute sa force une 30aine d'années après la Nouvelle Vague. Le téléfilm français est un genre très situé dans le temps, ce qui pose d'ailleurs, comme on le verra pour finir, la question de son avenir. Après ces quelques réflexions sur ces caractéristiques françaises et pour en alléger la suite, on désignera désormais le téléfilm français par le sigle TVF, où le F a un double sens puisqu'il signifie à la fois film et français. Ce n'est pas seulement pour la beauté des décors naturels, la qualité des paysages, l'originalité de l'habitat rural ou urbain, que le TVF choisit très explicitement de se passer dans telle ou telle région. Naturellement, Paris n'est pas exclu pour autant. C'est aussi parce que la ville et la région sont devenus les lieux d'une vie civique et d'une réflexion citoyenne collective, désormais nourrie par la volonté d'aborder de façon détaillée ce qui est senti comme primordial depuis une dizaine d'années, les problèmes d'environnement. Autant on a en France le sentiment que la politique, remise entre les mains de ceux qui nous gouvernent, échappe aux simples citoyens, autant la vie municipale intéresse les gens, leur paraît accessible et suscite facilement des vocations,
notamment chez les femmes, de telle sorte que c'est constituer la catégorie de ceux et de celles qui se désignent eux-mêmes ou elles-mêmes comme les élus ES. Le TVF contribue beaucoup à cet intérêt, représentant souvent des scènes de conseil municipal, ou encore des rencontres de candidats avec leurs électeurs potentiels. On assiste à des affrontements, parfois à des tentatives d'intervention de la part d'autorités supérieures, mais on peut dire que globalement, la possibilité d'intervenir dans la vie civique est montrée comme accessible et souhaitable, et que toute action en ce sens est valorisée comme signe d'une louable énergie. À cet égard, et s'agissant des lacunes que le TVF vient ici combler, ce seraient les insuffisances de l'instruction civique ou de sa réception par des élèves peu concernés, qui sont, si l'on peut dire, rattrapés par ce moyen. Cependant, il faut bien reconnaître que son action s'adresse surtout à une population adulte, car les enfants et les adolescents regardent assez peu le TVF, ayant d'autres spectacles qui leur sont spécifiquement destinés. Malheureusement, disent un certain nombre de philosophes de l'éducation, défavorables à des spectacles ou lectures destinés spécifiquement aux enfants. En tout cas, s'agissant de l'instruction civique, il semble bien que le TVF ait une intention pédagogique déclarée, de même qu'il se donne pour tâche de préciser et d'éclairer certains points de l'histoire récente ou plus ancienne, peut-être parce qu'ils sont mal connus et qu'on a voulu les occulter, peut-être parce qu'il faut lutter contre la tendance naturelle à l'oubli, mais aussi parce qu'il est notoire que l'enseignement de l'histoire fait partie depuis des décennies des disciplines sacrifiées. Sans jamais renoncer à la fiction, le TVF s'appuie au contraire sur elle pour raconter aux Français l'histoire de leur pays, à laquelle les plus anciens ont parfois participé et qui de toute manière suscite chez un certain nombre de gens plus ou moins cultivés une très forte curiosité. Le TVF prend en charge ce moment précis de l'histoire pour lequel il existe des témoins encore vivants, mais sans doute pour peu de temps. Il joue à la fois sur l'existence d'une mémoire et sur l'angoisse de la voir disparaître définitivement. À cet égard, les années 2000 à 2010 représentent un moment privilégié pour l'évocation de la Deuxième Guerre mondiale, et l'on aura l'occasion de constater qu'elle est un sujet de prédilection pour le TVF, qui insiste sur la dimension humaine et le rôle des individus, sans qu'il lui soit besoin de forcer sur les émotions, de toute manière garanties. Il se différencie par là des livres, revues et magazines qui sont souvent devenus le lieu où s'expriment universitaires et spécialistes, mettant l'accent sur des points d'érudition. Par rapport à ces savantes recherches, le TVF représente une manière beaucoup plus populaire d'aborder les questions. On peut aller jusqu'à penser qu'il joue le rôle d'une sorte d'école du soir ou de cours de recyclage, l'agrément en plus, dont celui d'être dans son fauteuil fait partie. Faut-il considérer qu'il en est de même pour l'exploitation de certains grands textes littéraires, dans le cadre d'une production qui incontestablement cherche à mettre en valeur cet aspect du patrimoine, ou à en tirer parti? Des écrivains comme Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Maupassant sont certainement les piliers de la culture littéraire française, mais plutôt celle des grands-parents ou des parents de la jeunesse actuelle, et de la sienne beaucoup moins. Dans une perspective pédagogique, il est certainement bon que ces œuvres soient évoquées et provoquent ici ou là des souvenirs de lecture. Pour reprendre un mot ô combien controversé et à juste titre, cela fait partie d'une certaine identité française, la moins contestable et la plus facile à accepter ou à intégrer. Cependant, cette facilité même est leur limite et implique une déperdition grave. Elle donne à croire que ces textes ont maintenant perdu ce qu'ils pouvaient avoir à l'origine de polémique et de provoquant, alors qu'il n'en est rien, évidemment. De même que l'entreprise muséographique lorsqu'elle est destinée au tourisme, l'entreprise télévisuelle opère sur le patrimoine une neutralisation peut-être inévitable, quel que soit le succès du genre et la tentation de s'y adonner pour les producteurs ou les réalisateurs en quête de scénarios. Il y a là une sorte de garantie a priori, dont l'effet paradoxal est que cette catégorie de TVF n'est pas la plus intéressante, dans la mesure où on sait d'emblée qu'elle ne peut rien apporter de nouveau. N'y a-t-il pas, dira-t-on, la possibilité de raccord avec la société contemporaine? Il est bien rare que le téléfilm patrimonial s'y risque, considérant sans doute que les résultats sont forcément maladroits et que de toute façon ce n'est pas son rôle. L'héritage est ce qu'il est. Dans le domaine culturel, il est défini par son caractère patrimonial et c'est pour cette raison, non pour le renier, bien au contraire,
D'autres encore n'y figurent pas, pour la seule et même raison qui est d'avoir un objectif particulier, sans vocation artistique. S'il en est ainsi, par exemple, pour la catégorie du TVF pornographique, ce n'est pas pour des raisons morales, ni même pour son absence de projet pédagogique car on peut discuter sur ce point 4. En fait, le TVF pornographique ne relève pas du genre TVF dont la définition est ici en cours, d'une part parce qu'il n'a rien de spécifiquement français, d'où l'importance qu'il y avait à poser ce critère d'entrée, et d'autre part parce qu'il ne relève de rien d'autre que des exigences et procédés du genre pornographique en général, totalement définis par sa finalité 5. Il en est à peu près de même pour le TVF policier qui lui aussi appartient au genre policier en général, et ne cherche pas à utiliser les caractéristiques spécifiques du TVF 6. Les traits qu'il en retient ne le rendent pas spécialement intéressant, car il consiste dans le maintien de procédés canoniques concernant le développement des situations ou le caractère des personnages, à un moment où dans le genre policier, roman ou film, c'est plutôt l'écart par rapport à la norme qui est désormais prisé. Le TVF, dans cette catégorie comme dans d'autres, ne recherche pas l'originalité des procédés 7, il ne correspond donc pas à la tendance qui fait actuellement l'intérêt principal du genre policier, surprendre et dérouter le public. L'utilisation de modèles déjà confirmés fait partie de ce qu'on pourrait appeler les caractéristiques internes du TVF. Les inventoriés ne dispensent pas de chercher à le définir aussi de l'extérieur, par comparaison avec ce dont il est proche mais pourtant différent. Ce qui veut dire principalement que le TVF ne doit pas être confondu avec les séries, risque d'autant plus grand que celles-ci viennent de conquérir leur droit de cité. Non seulement il est maintenant admis qu'on peut les suivre avec un grand bonheur sans être taxé de débilité mentale, mais il n'est pas rare que les critiques de cinéma consentent à en dire quelques mots, pas davantage cependant. De manière purement formelle, on dira que les séries sont beaucoup plus longues que le TVF et qu'elles se poursuivent sur plusieurs années. De manière générale, les séries comportent des dizaines d'épisodes, un nombre qui peut aller jusqu'à 50 et 60 dans certaines séries américaines 8. Il est clair que le TVF n'atteint jamais des chiffres pareils, se bornant à un découpage en 3, 4 ou 5 parties et se limitant le plus souvent, comme un film, à la durée canonique d'1h30. Une seule catégorie, dont nous parlerons sous le titre « Nos téléfilms de l'été » est programmée en fonction de sa longueur, chaque année, et par chaque chaîne de TV qui s'estime tenue d'en présenter une à son public. Ces TVF comportent forcément plusieurs épisodes, en moyenne un par semaine pendant un bon mois. C'est le principe bien connu du feuilleton, ce qui ne fait que renforcer l'idée d'une unité plus grande entre les épisodes que ce n'est le cas dans les séries. L'enchaînement ne peut se faire que dans un ordre chronologique neuf, et il lui faut respecter aussi un ordre logique dont l'absence serait ressentie comme perturbante. Si les personnages n'avaient pas de cohérence psychologique, l'action serait flottante car elle ne pourrait s'appuyer sur les réactions qu'on attend d'eux. Cette attente ne fait d'ailleurs que mieux mettre en valeur les effets de surprise et les revirements. Le TVF peut découper une histoire ou une action en plusieurs moments, mais c'est toujours du même petit monde qu'il s'agit, avec son histoire antérieure, son évolution à suivre à travers la diversité des événements, et finalement la résolution de conflits prévisibles dès le début. Cependant, la différence entre TVF et série n'est pas purement formelle, elle tient aussi au but que chacun des deux genres se donne et il faut revenir encore une fois au premier critère affirmé. Pour le TVF, il s'agit d'accompagner le public français dans son cheminement à travers des réalités très actuelles. Même s'il s'agit de la gestion des souvenirs et du passé, c'est toujours dans le présent qu'elle doit être assumée, et pour cela il est s'apostrophe. Emploie à évoquer ce que la majorité des spectateurs connaît le mieux, mais il le fait sous une forme ludique qui le rend beaucoup moins pénible que la réalité. Pour que le TVF puisse exercer sa fonction, non occulte mais cependant cachée, il faut que les spectateurs puissent y croire, reconnaître les lieux, les faits et se reconnaître eux-mêmes. C'est un tout autre plaisir que dans les séries américaines qui, pour le public français du moins, jouent bien davantage sur la différence. Les séries françaises, s'inspirant beaucoup des américaines, produisent une sorte de brouillage entre différents types de réception. On n'y trouve pas le même mélange subtil entre plaire et instruire que Molière en son temps louait déjà, et que les meilleurs TVF savent parfaitement doser. La référence à Molière rappelle que beaucoup de TVF se présentent comme des comédies,
et obéissent à la même règle qui veut que tout s'arrange pour le mieux au dénouement. Cependant, il y a un autre genre littéraire qui plus intimement et moins visiblement, peut être ici convoqué, et il l'a été dès le titre de cet essai. C'est le conte, qui a fait longtemps partie de la littérature orale 10, non le conte fantastique mais plutôt celui qu'on appelle le conte initiatique et qui dans les sociétés traditionnelles jouait tout à fait le même rôle que le TVF dans la société d'aujourd'hui. On sait ce qu'initiatique veut dire. Il s'agit de permettre au lecteur, ici au spectateur, et sans même qu'il s'en rende compte, de découvrir des aspects du monde qu'il ignorait partiellement, mais auxquels il va nécessairement se trouver confronté à un moment de sa vie s'il ne l'a déjà été. Il est donc essentiel qu'il se familiarise avec eux plutôt que d'en avoir peur, et de les rejeter d'emblée. Il va pouvoir tirer profit à son usage de ce qui lui est dit et montré à propos de personnages de fiction, parfois naïfs comme lui mais devenant peu à peu plus avisés. Le TVF comme conte initiatique aide à résoudre des questions personnelles, d'ordre privé, souvent sentimentales ou passionnelles, mais forcément en rapport avec un certain état de la société. Et c'est en cela qu'il est très supérieur aux petits romans sentimentaux, dont se nourrissaient les âmes sensibles d'autrefois. La société y était présentée, d'ailleurs fort peu comme éternelle, sans caractéristiques liées au moment historique ni à des évolutions en cours. Ces évolutions sont au contraire ce qui intéresse le TVF au premier chef, car c'est pour les suivre, les comprendre et savoir jusqu'à quel point les accepter, que les spectateurs contemporains ont besoin d'être aidés. On dira évidemment que tout ce qu'on appelle les marivaudages, c'est-à-dire les incertitudes du cœur, ne datent pas d'aujourd'hui. Aime-t-on ou pas et qui aime-t-on? Peut-on être sûr d'être aimé? N'est-on pas trompé, etc. Mais sur ce fond dont l'intérêt est d'ailleurs de prendre toujours des aspects différents, les inventeurs de TVF, mots regroupant les producteurs, les scénaristes, réalisateurs et autres conseillers, abordent des sujets beaucoup plus contemporains, par exemple et pour s'en tenir à ce domaine de l'amour et du mariage, la possibilité ou la nécessité de faire le deuil d'un premier amour si tendre et délicieux qu'il ait été pour faire place à un second plus réfléchi et plus sûr qui est celui de la maturité. Les démographes, les sociologues, n'auront pas de peine à expliquer que c'est là un aspect tout à fait normal des changements de comportement induits par l'allongement de la vie, et par l'entrée très tardive, parfois même refusée, dans un âge où le mariage d'amour ne serait plus de saison. Sur une question comme celle-ci, qu'on peut ranger de nos jours dans la très vaste catégorie des problèmes de société, on voit très bien comment le TVF suggère des avancées et les déculpabilise sans pour autant les rendre obligatoires. Après tout, on peut aussi rester fidèle à un amour de jeunesse si amour il est resté. Le TVF n'est ni conservateur ni a fortiori réactionnaire, mais il aborde avec nuance et précaution les sujets de société, qui sont de toute façon des sujets dits délicats. Car ils ne relèvent pas d'une doctrine ne variétour, mais sont plutôt un ensemble de cas particuliers à traiter au coup par coup. On peut réaliser intuitivement à partir d'eux une moyenne, mais elle laisse à chacun sa liberté de manœuvre pour réaliser des ajustements personnels. C'est en cela que le TVF est encourageant et pédagogique. À cet égard, ce qu'il montre est à l'inverse de ce qu'on voit le plus souvent dans des films d'auteurs qui, eux, assument la singularité de ce qu'ils montrent et le caractère exceptionnel de leurs personnages. La moyenne à laquelle aboutit le TVF n'est pas tout à fait le parti pris de s'en tenir d'emblée à une position modérée. Elle est plutôt le résultat d'une démarche faite par tâtonnement, et témoigne aussi d'une volonté de ne pas enfermer le personnage ni le spectateur dans une attitude univoque. Aussi faut-il réviser l'idée trop répandue que le TVF serait sommaire et superficiel, à la différence du film qui traite son sujet de manière approfondie. Ces deux types de spectacles se donnent une fonction très différente. Le film centre le sien sur un cas susceptible d'inspirer à lui seul un ensemble complexe de sentiments. Le TVF est en fait un composé dont les apparences lisses sont la résultante de plusieurs cas regroupés et mixés, sous le nom d'un personnage certes unique mais évitant soigneusement une trop grande singularité. Alors qu'il aborde toutes les grandes mutations qu'a connues la société du XXe siècle, celles-là même que la plupart des téléspectateurs ont vécues dans leur proximité, le TVF garde des apparences modestes, son but principal étant justement de dédramatiser ces mutations. On pourrait dire qu'il s'agit, dans les meilleurs exemples du genre, de voir jusqu'où on peut aller, ou suggérer aux gens d'aller, sans qu'il en résulte de traumatismes graves.
Mais sans non plus limiter le champ des curiosités et des recherches, ce qui n'est pas nécessaire puisque les cas extrêmes s'éliminent eux-mêmes, au profit de cette moyenne qui s'élabore peu à peu. On voit bien à partir de tout cela qu'il n'y a pas de définition préalable au téléfilm, et que nul ne s'avise de la donner. D'ailleurs il serait contre-performant, ou pour le moins inutile, de prévenir les spectateurs de la manière dont ils vont être pris en main. Ce serait gâcher leur plaisir que de leur imposer d'emblée un pacte. Celui-ci est d'autant plus fort qu'il reste implicite et non dit. Mais s'il fallait une preuve que le TVF existe comme un monde en soi, et qu'il a su conquérir son autonomie dans le paysage audiovisuel, on pourrait la trouver dans le fait que ce genre est mis en œuvre par des réalisateurs et des acteurs 11 qui en sont spécialistes, sans exclusive évidemment. On verra la récurrence des acteurs dans la cinquantaine de TVF choisis pour cet essai de caractérisation. Et ce, alors même que les réalisateurs ne réutilisent pas forcément l'image d'eux donnée par un ou des TVF précédents. Cet effet de suivi est bien connu au cinéma, au point que les acteurs en arrivent à se plaindre d'être enfermés dans une certaine image d'eux-mêmes dont ils n'ont pas réussi à se débarrasser et qui les empêche de se renouveler. Étant moins marqués, sans doute moins connus aussi, les acteurs de téléfilms peuvent changer de personnage assez facilement, au point qu'un même personnage peut être représenté par deux acteurs différents dans les épisodes successifs d'un téléfilm qui en comporte plusieurs. C'est l'indice d'une plasticité propre au genre, dont l'un des charmes est de donner l'impression qu'il n'est contraignant pour personne, et qu'au niveau modeste où il se situe, il peut compter sur la complicité du spectateur qui se sent un peu de la famille. On verra que pour l'essentiel, sur une bonne décennie, les TVF n'utilisent guère qu'une ou deux dizaines d'acteurs principaux. Les réalisateurs eux-mêmes n'excèdent guère ce chiffre-là si l'on veut parler de ceux qui se sont spécialisés dans le genre, et en ont plusieurs 12 à leur actif. Quelques-uns des acteurs, et davantage les actrices évidemment, finissent par être connus, d'autres le sont indépendamment du TVF pour leur rôle ailleurs, au théâtre ou au cinéma. Les réalisateurs le sont beaucoup moins, mais ce relatif anonymat convient tout à fait au genre, qui est loin de fonder son succès sur la mise en valeur de personnalités singulières. Un peu comme le conte traditionnel dont on l'a précédemment rapproché, le TVF n'a pas vraiment besoin qu'on lui assigne un auteur. Faut-il penser que de part et d'autre de la littérature écrite, propre à la galaxie Gutenberg, la littérature orale d'autrefois et le téléfilm d'aujourd'hui créent un rapport direct avec le public, sans la médiation d'un auteur dont la signature serait le fait essentiel ? L'auteur est celui qui assume le rôle de prisme déformant et informant la réalité. Naturellement, on sait bien que cette réalité ne réside nulle part en elle-même, et qu'elle est toujours mise en forme. Pour autant, il est intéressant qu'un public aime l'impression de la ressentir directement, quoi que signifie ce mot. Et c'est le propre d'un public populaire que d'exprimer les choses ainsi, en dépit des mises en garde savantes contre l'illusion de réalité. La question se pose alors de savoir ce qu'est un public populaire dans la France d'aujourd'hui. On peut, pour la restreindre, essayer de préciser au moins un peu, par identification avec les personnages qu'on leur montre, qui sont les téléspectateurs visés par le TVF. Incontestablement, ils appartiennent aux classes moyennes, et si l'on peut dire en redoublant ce mot, à la partie moyenne des classes moyennes. Ce qui n'exclut pas quelques incursions vers le haut et vers le bas, mais avec prudence et pour des raisons que tout le monde jugera bonnes. Les classes moyennes d'aujourd'hui sont souvent venues du peuple d'en bas qui est à l'origine de leur histoire familiale. Les nouveaux princes que rencontrent parfois les bergères d'aujourd'hui sont des patrons ou des cadres de haut niveau dont certains sont heureusement dépourvus de morgue et de mépris. Le TVF va de pair avec une vision démocratique du monde, qu'il reflète sous une forme bien températrice. On en verra pourtant quelques cas où sur un même sujet, le documentaire semble avoir été préféré au téléfilm. 2. Il existe une catégorie de téléfilms qui se situent sur des terres exotiques et éloignées, telles que l'île de la Réunion. 3. La loi des fers sur la décentralisation est de mars 1982, mais il a fallu plusieurs années pour la mettre en place. On peut penser que les résultats en sont acquis autour de l'an 2000, ce qui est le moment où le téléfilm français commence à s'implanter avec succès sur le petit écran. 4. Nombreux sont ceux ou celles qui déclarent avoir fait leur éducation sexuelle par ce moyen. 5.
d'où la naïveté qu'il y a à déplorer l'absence d'invention dont il fait preuve alors que seul compte dans ce genre le recours à des effets garantis donc éprouvés. 6. On verra pourtant plusieurs exemples de TVF et non des moindres, par exemple dans le chapitre Nos téléfilms de l'été, qui mettent en œuvre une intrigue policière, mais elle est surtout un prétexte à pénétrer dans un tissu social complexe où des faits plus ou moins anciens ont été volontairement occultés. 7. Ce trait caractéristique du TVF sera souvent évoqué et illustré à partir des exemples qui suivent. 8. Pour prendre un exemple connu, 6 Feet Under en a comporté 63, de 2001 à 2005. 9. Quels que soient les retours en arrière nécessaires pour la clarté du récit. 10. Smith par écrit par Charles Perrault, les frères Grimm, etc. 11. À entendre au féminin comme au masculin. 12. Plusieurs, c'est peu dire. Acteurs et réalisateurs figurent souvent au générique de 2 films par an. Dans le même mois de mars 2011, 2 TVF de Laurent Heinemann sortent en même temps sur le petit écran. Dans la catégorie Ceux qui font l'histoire, Accusé Mendès France sur France 2, et dans la catégorie Notre histoire, Le Roi, l'écureuil et la couleuvre sur France 3. 13. Au sens du clavier bien tempéré de Bach, où l'instrument est accordé de manière à sonner juste dans toutes les tonalités. L'année 2010, quelques exemples. L'année 2010 peut largement fournir de quoi apprécier la diversité d'une production, dont le problème sera plutôt de savoir si elle n'en présente pas moins quelques formes d'unité. Les TVF de l'année, pour leur première sortie, sont donnés à voir sur les principales chaînes, y compris Arte, à un moment privilégié, après les informations de 20h, en début de soirée. L'avenir seul dira lesquels d'entre eux ont eu assez de succès pour devenir des classiques du genre dans le meilleur des cas, ou au moins pour être rediffusés. Il est impossible de prendre un exemple dans chaque catégorie, car le genre en comporte une bonne dizaine, qu'il s'agisse de problèmes de société, de vie familiale, de sujets historiques, etc. Le point de départ dans l'année 2010 consistera donc surtout à montrer les grands écarts au sein du genre TVF, en faisant se succéder des œuvres dont on voit au premier regard qu'elles n'ont rien de commun, même si on évite de les enfermer d'emblée dans des jugements de valeur qui comportent forcément une part de subjectivité. On verra donc 2 œuvres qui ont plusieurs raisons de passer pour éminentes, 2 autres beaucoup plus modestes, où l'on peut voir le tout venant de cette production, et une enfin sur le grand sujet de notre époque, comment vivre et mourir dans nos banlieues. S'agissant des 2 premières, elles sont aussi différentes que possible dans leur style. Les vivants et les morts sont une très grande fresque épique tirée par Gérard Mordillat de son roman du même nom et recouvrant une double histoire collective. Le naufrage de l'industrie française et l'évolution de la classe, ou ex-classe ouvrière qui s'ensuit. Mademoiselle Draw évoque en un seul épisode une histoire extrêmement dense, un peu énigmatique et centrée sur un seul personnage comme son titre l'indique, bien qu'immergé dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la catégorie des TVF plus modestes, qui s'attachent à présenter un seul problème de vie collective ou privée, Coup de chaleur évoque la vie municipale autour d'un problème climatique, tandis que Des mots d'amour aborde un sujet à la fois médical et tragique, la maladie d'Alzheimer. Le 3e jour enfin raconte à la fois les espoirs de réinsertion d'un jeune homme d'origine immigrée, et sa mort tragique qui, si le conditionnel en la matière avait un sens, aurait pu être évité. Ces 5 exemples parus en quelques mois montrent que les champs d'investigation du TVF sont en droit illimité, non seulement parce que la vie collective de la société française est un immense répertoire de problèmes passés et présents, mais parce que les sentiments et les passions des gens sont aussi constants que sujets à variation. Une question sous-jacente pourrait être de se demander si en cette année 2010, le genre TVF est au meilleur de lui-même, ou si au contraire on peut s'autoriser à y détecter des formes de détournement ou de déclin. Mais il vaut mieux se réserver d'y revenir en conclusion, après avoir parcouru une 12aine de catégories au sein du genre et une 50aine de TVF répartis sur la dernière décennie. Coup de chaleur de Christophe Barrault. Il y a au moins 2 raisons d'ouvrir la série par cette œuvre modeste, qui a suscité fort peu de commentaires. Ce n'est certainement pas le TVF qui s'est inscrit dans la mémoire du plus grand nombre de spectateurs. Et il est même probable que beaucoup de ceux qui l'ont vu l'ont à peu près oublié. Et ce malgré la présence d'au moins 2 bons acteurs qui sont parmi les favoris des TVF. Dans la catégorie jeune ou encore jeune Bruno Volkovitch,
dont on aura beaucoup l'occasion de reparler à propos des téléfilms de ces 10 dernières années, dans la catégorie homme mûr non séducteur mais capable d'assumer des responsabilités importantes et d'affirmer sa présence grâce à une belle voix grave de baryton, Étienne Chicot. Pourquoi donc choisir ce TVF prioritairement ? C'est qu'il permet de définir l'un des domaines que le genre se donne à explorer, alors même qu'il reste exceptionnel, et d'autant plus remarquable, comme on le verra, de le trouver dans d'autres œuvres de fiction. Coup de chaleur manifeste la volonté de montrer des gens occupés à la gestion de la vie collective, de l'endroit où ils se trouvent implantés. Ils font face à des difficultés plus ou moins passagères néanmoins graves en tant qu'élus locaux ou responsables à divers titres dans la cité, et ils ont pour tâche de les résoudre au mieux, dans l'intérêt général, en dépit des clivages politiques qui accroissent la difficulté. Une crise temporaire puisque due à la chaleur et à la sécheresse, mais lourde de conséquences angoissantes, secoue une ville petite ou moyenne qui pourrait être n'importe où en France et n'importe laquelle, parmi celles qui sont retenues presque chaque jour et pour quelque raison particulière que ce soit par les informations télévisées. L'originalité est donc que cette ville est montrée d'emblée non à travers les petites turpitudes privées de ses habitants, adultère colporté par les cancans, jalousie et rivalité etc., mais comme lieu collectif dont les affaires sont gérées par des organismes supposés compétents. Une préfecture et ou une sous-préfecture représentant l'État, une mairie et un conseil municipal issus de la population locale, quelques experts requis par ces administrations officielles en cas de besoin. On apprend très vite que le maire est un élu du parti d'opposition, ce qui n'a rien d'exceptionnel, et donne lieu à quelques belles empoignades. Mais les appartenances politiques des uns et des autres ne sont pas précisées, et pas vraiment identifiables. On peut y voir une précaution du réalisateur, comme dans le fait que la ville n'est pas localisée géographiquement avec précision. Mais il s'agit surtout de montrer une ville tout à fait ordinaire, comme beaucoup de villes moyennes en France, à la fois très proches de leur environnement rural mais souvent en difficulté avec le monde paysan qui y survit tant bien que mal et déploie à l'égard des organismes urbains une violente agressivité. À cet égard il semble bien que les scénaristes, ils sont deux, Chantal de Rudder et Olivier Marvaux, soient assez choqués par certains comportements des paysans et n'aient pas d'affinité avec eux, c'est une litote. Mais le TVF n'en montre pas moins, ici comme ailleurs, le désir d'être nuancé et de ne pas se fixer sur des cas particuliers, ou plutôt selon son procédé habituel, de montrer que ces cas sont démentis par d'autres de sens inverse. Le père de la sous-préfète est à la fois un paysan et un homme raisonnable, à la recherche d'arrangements, mais son fils est une sorte de brute hystérique, à la tête d'un petit groupe effrayant et fanatisé. Cependant le problème qui se pose est montré comme bien réel, la culture principale de la région étant le maïs dont on sait qu'il exige beaucoup d'eau. Cette représentation est celle qui l'emporte dans les TVF. Il y a des méchants, ici le maire et les paysans. En revanche il y a aussi des bons, et parmi eux surtout des femmes. C'est la tendance de notre époque que de vouloir l'affirmer, et peut-être que la scénariste Chantal de Rudder y est pour quelque chose. En tout cas, la vision féministe apparaît dans quelques-unes des femmes qu'on a l'occasion de voir de plus près. La sous-préfète, sa fidèle secrétaire ou adjointe, la géologue préposée au service de l'eau, sources souterraines, fleuves locales, bassins de réserve etc. Deux de ces femmes sont des énarques, ce qui agace prodigieusement monsieur le maire. Encore un clivage dont il est intéressant de montrer les effets sur le terrain. Avec des moyens simples, le TVF réussit assez bien à introduire dans ce contexte une composante sentimentale et une relation amoureuse, indispensable pour soutenir la fiction. Le directeur de la centrale nucléaire voisine a lui aussi besoin de beaucoup d'eau pour la faire fonctionner. Cependant, après avoir rudement campé sur ses positions, il se rallie à l'avis des deux femmes vaillantes qui tentent de gérer la situation et s'engagent dans une relation amoureuse avec la géologue, une mère célibataire ou divorcée. C'est d'ailleurs un trait remarquable de cette histoire que presque tous les personnages sont montrés comme partagés entre vie professionnelle et vie personnelle, le public et le privé, une représentation qui correspond sans doute à l'idée que se font d'eux-mêmes la majorité des spectateurs, dont on postule qu'ils appartiennent à une certaine France moyenne, le concept étant assez vaste pour englober quiconque accepte l'idée d'en faire partie. Et naturellement les bons, surtout les bonnes, sont ceux et celles qui savent trouver l'équilibre entre ces deux parties ou aspects de leur vie, ce qui est tout à leur honneur car les obstacles ne manquent pas.
Malgré quelques sacrifices inévitables, le constat porté par le TVF est plutôt optimiste. Dans la société française contemporaine, on a appris qu'il faut vivre avec cette partition, et que c'est la modeste grandeur de celles et de ceux qui font tourner la machine que de ne pas remettre sa nécessité en question. Le film multiplie les exemples, forcément pédagogiques, de ces arrangements et conciliations qu'on peut gérer à force de souplesse et d'inventivité. C'est ainsi que la géologue, ayant recruté pour garder ses enfants un baby-sitter un peu marginal, le loge finalement chez elle pour l'aider à supporter la canicule, et il apparaît que l'un comme l'autre trouve à la fois plaisir et avantage dans cette nouvelle situation. Pendant ce temps-là, la sous-préfète aux prises avec les paysans, le milieu d'où elle vient, parvient à tenir bon contre eux sur les principes républicains mais en accordant à son père quelques concessions en faveur des agriculteurs arrêtés pour actes de violence. Et ainsi de suite. Il est à la fois tentant et un peu trop facile de caricaturer la vision, d'aucuns diront trop optimiste, que donne un tel TVF. Celui-ci prête le flanc à la critique, parce qu'il ne dépasse pas le réalisme appuyé sur des stéréotypes. Pour autant, il n'est ni stupide ni déshonorant, et certainement susceptible d'être utile à des Parisiens qui connaissent mal la France telle qu'elle y est montrée. La comparaison avec un vrai film d'auteur vient forcément à l'esprit puisque ce film existe, depuis qu'il est sorti en 1993. On veut parler de l'œuvre réalisée par Éric Rohmer sous un titre original, L'Arbre, le maire et la médiathèque. Il n'est pas sûr que ce film ait connu un grand succès public, malgré le soutien d'excellents ES critiques comme Claude-Marie Trémois. Son originalité même, qui apparaît très bien dans le titre, ne pouvait que désarçonner. Mais il est très intéressant qu'un cinéaste à l'esprit original comme Rohmer ait senti qu'il y avait là un sujet à peu près inédit et riche de possibilités. Dans ce film, comme dans le TVF réalisé 17 ans après, l'un des personnages principaux est le maire d'une commune, ici un petit village de Vendée. Ayant reçu une subvention du ministère de la Culture, cet élu veut équiper son village d'une médiathèque, mais de manière assez attendue, son projet soulève une opposition dont le principal représentant est l'instituteur, de tendance très écologique, pour qui c'est la nature qui passe avant tout. Parmi les grandes trouvailles caractéristiques de Rohmer, il y a l'idée d'inclure l'histoire de ce projet et des remous qu'il soulève dans une réflexion sur le hasard, prenant la forme d'une leçon de grammaire consacrée par l'instituteur aux propositions subordonnées circonstancielles de conditions. Un autre aspect délectable du film tient au rôle qui joue l'incroyablement drôle Ariel Dombal 14, qui découvre l'existence de la salade sur pied et offre aux vaches des bouquets de persil. Rohmer, qui aime le paradoxe et l'inattendu, tire son sujet minime, de politique locale dans le sens de l'humour et d'une réflexion à la manière de Diderot dans Jacques le Fataliste. Il est tout à fait évident qu'un TVF comme Coup de chaleur est loin de telles ambitions. Ce qui était en 1993 un sujet de film extrêmement original, traité par son réalisateur avec toutes sortes de ravissantes inventions, devient en 2010 un TVF qui, d'une manière dont on pourrait s'étonner, n'a pas perdu son originalité, mais qui, si l'on ose dire, est traité de telle sorte que cela ne se voit pas, alors que le film de Rohmer assumait son caractère gentiment provocateur. Il y a une sorte de contradiction entre ce qu'on attend d'un TVF et l'originalité fondamentale d'un réalisateur toujours surprenant. Le bon côté de ce constat consiste à dire que le TVF est parfois plus original qu'on ne le croyait en ce sens qu'il n'hésite pas à aborder des sujets rarement traités. Sa caractéristique est de le faire en montrant comment ces sujets sont liés à notre vie quotidienne la plus banale, et en sont la matière même. Il reprend son bien aux informations télévisées, qui certes font leur place aux faits divers et au travail de ceux qui doivent en gérer les effets, mais de manière purement factuelle, en affectant parfois une sympathie de pure convention pour les victimes. Le TVF en revanche anime ce riche matériau en donnant des caractères aux personnages, et en montrant les enjeux de leurs affrontements. Dans Coup de chaleur, les personnages sont crédibles quoiqu'un peu stéréotypés, mère bornée, sous-préfète inexpérimentée. Il est probable que pour certains spectateurs, la canicule vue à l'échelon local a paru un sujet un peu mince et trop dépourvu de l'intimité favorable aux sentiments. Il n'en reste pas moins que le sujet était à la fois intéressant et fidèle à une certaine idée que le TVF se fait de lui-même. À cet égard et mis à part un cinéaste pionnier comme Rohmer,
Il a le mérite de s'intéresser à des sujets peu souvent abordés, que ce soit dans les documentaires ou dans la fiction. Mademoiselle Draud de Christian Faure. Ce TVF pourrait passer pour un démenti complet de ce qui vient d'être dit à propos du précédent. C'est-à-dire qu'à propos d'un sujet tout à fait connu et ressassé, il propose une approche très personnelle, singulière voire un peu mystérieuse, s'agissant du personnage principal, Mademoiselle Draud. Ce rôle est remarquablement joué par l'actrice Louise Monod, qui en fait une création personnelle, qu'on aurait bien du mal à ranger dans quelque stéréotype que ce soit. Ce sujet, que nul ne peut plus ignorer désormais et qui donne même à certains l'impression d'être surexploité par les médias, est l'histoire des Juifs en France pendant la guerre et de leur déportation, sur fond historique où se mélangent les actes de résistance à l'ennemi nazi et la collaboration officiellement soutenue par le gouvernement du général Pétain. Les grands moments de cet épisode particulièrement tragique de l'histoire récente sont un certain nombre de rafles, destinées à envoyer les Juifs en camp de concentration, et parmi elles la tristement célèbre rafle du Veldiv, c'est au 17 juillet 1942. De tout cela il est constamment question dans Mademoiselle Draud, et on serait tenté de dire que c'est même l'unique et insoutenable question, si toutefois la perspective du réalisateur n'entraînait d'une sorte de déplacement apparent de la focalisation. Le centre d'intérêt se trouve placé ici non dans les faits eux-mêmes et leur récit mais sur le rapport entre quelques personnages, principalement Mademoiselle Draud et Antoinette Trèves, la jeune femme juive qu'il a prise à son service et qui est incarnée de manière admirable, absolument bouleversante par Mélanie Bernier. Il est impossible de dire ce qu'il en serait de ce TVF s'il n'était joué par les deux grandes actrices qui incarnent leur évolution. Les deux jeunes femmes, d'abord confrontées, sont bientôt unies par une indicible forme d'affection. D'autant que leur relation, concrètement, se borne à quelques faits, la gouvernante Mademoiselle Draud agissant en employée fidèle à l'égard de ses patrons, le jeune couple Trèves, quels que soient dans un premier temps ses sentiments plutôt hostiles à leur égard. Et cette fidélité indéfectible va jusqu'au-delà de la mort de la jeune femme, Antoinette, qui ne reviendra pas de sa déportation. L'essentiel porte donc sur l'aspect non factuel de leur relation. Ce qui s'établit progressivement entre elles est lié aussi bien à la complexité psychologique et affective de Mademoiselle Draud qu'à la personnalité lumineuse d'Antoinette, une créature exquise, tout à la fois frivole et profonde et dont la délicatesse d'âme et de cœur fait qu'elle n'a pas besoin de paroles pour entrer en communication. L'histoire est celle de deux jeunes femmes qui sont à l'opposé l'une de l'autre, tant il est vrai que Mademoiselle Draud est rigide, sombre et renfermée, et le TVF explique de façon claire d'où lui vient ce caractère-là. Mais ce contraste entre elles deux est aussi la raison d'être de leur profonde complémentarité, et de cette sorte d'osmose silencieuse qui s'établit entre elles deux. Propos assez éloignés de ce qu'on attend d'un téléfilm, et qui est évidemment d'un tout autre ordre que le sujet exploité dans Coup de chaleur, l'exemple précédent. La première évidence est donc qu'il n'y a pas pour le genre TVF, de modèle canonique, ni de domaine ni de procédés obligés. L'essentiel pourrait bien être de mettre le spectateur sur la piste d'un sens qui lui appartient en partie de découvrir, mais sans jamais chercher à l'égarer ni à le piéger. Mademoiselle Draud, par le milieu d'où elle vient et par l'éducation qu'elle a reçue, est l'incarnation d'un catholicisme austère et rigoureux, encore très intolérant à l'égard des autres religions lorsque commence l'action du TVF en 1938. La question qui se pose est alors assez simple. Comment pourra-t-elle concilier ses exigences et ses valeurs morales avec la manière de vivre dans le milieu riche, frivole et joyeux des Trèves, amis de l'art et du raffinement comme on peut l'être parmi les jeunes gens de la haute société à laquelle ils appartiennent? La réponse est aussi claire que la question, même si elle n'est jamais explicitée par la taciturne et un peu énigmatique gouvernante. Elle se prend peu à peu à aimer cette famille, et en tout cas à aimer Antoinette, puis son enfant, quel que soit l'essence à donner au mot amour. La qualité de ce téléfilm est donc d'être clair sous des apparences mystérieuses et vice-versa, conduisant par là le TVF là où à tort sans doute, on ne l'attendait pas. Et pourtant, à y bien réfléchir, on peut soutenir aussi que sa forme convient parfaitement à un tel propos. L'aspect modèle réduit du TVF par rapport au film qu'on peut voir en salle peut être pris comme une incitation à pratiquer l'ellipse et à éviter les développements narratifs ou démonstratifs de l'action. De celle-ci on voit très peu dans Mademoiselle Draud,
et cette absence se fait au profit d'une concentration sur d'autres aspects. Dans un cas comme celui-ci, la modestie habituelle au TVF est respectée s'agissant de la place accordée à la représentation des événements. Mais il se trouve qu'elle contribue à la qualité de ses effets, qui doivent beaucoup au caractère presque allusif conféré à certains épisodes par leur brièveté. Il en est ainsi par exemple de la belle histoire d'amour vécue par Mademoiselle Drault, lorsqu'elle accompagne Antoinette enceinte dans sa fuite en France libre. Cette jeune femme austère vit une liaison passionnelle, en tout cas érotique, aussi intense qu'inattendue, avec un taxidermiste local incarné par ce grand acteur favori du genre TVF qu'est Bernard Yerles. Quelques images suffisent pour suggérer la plénitude physique et affective qu'apporte à chacun d'eux leur rencontre, et peut-être y a-t-il là une allusion à la parenthèse enchantée montrée par le film Le Train, avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant, d'après le roman de Simenon XV. Leur histoire restera brève, à la fois parce qu'il meurt et parce qu'elle revient à Paris avec Antoinette, qu'elle ne peut imaginer de laisser partir seule. Il y a quelque chose de racinien dans cette façon de dire sans discours qu'on s'aime et qu'on se quitte. Et ce rapprochement n'a rien d'excessif car le TVF est aussi apte que n'importe quel film à dire la tragédie, partout présente dans un sujet comme celui-là, qui marie artistiquement l'ombre et la lumière au profit d'une émotion contenue. Pour autant, c'est aussi un TVF où l'on peut trouver, comme dans beaucoup d'autres, et l'on aura bien des occasions de voir à quel point c'est un sujet récurrent, une réflexion sur la filiation, ici sur le rapport donné comme le fondement de toute vie entre la mère et l'enfant. Mademoiselle Drault traite le sujet de manière audacieuse, montrant comment l'enfant d'Antoinette se substitue dans l'amour maternel de la gouvernante à celui qu'elle a mis au monde après avoir été violée par un oncle odieux. Elle est tout à fait incapable d'aimer le petit être qui est pourtant son propre enfant, et cette incapacité tragique lui est rappelée chaque fois qu'elle va le voir chez les religieuses qui au contraire se sont attachées à lui. En revanche, elle a aidé Antoinette à mettre son enfant au monde en déployant pour cela une incroyable énergie, et depuis lors le considère comme le sien. L'enfant est celui qu'on aime. Cela pourrait presque passer pour la célèbre parabole que Bertolt Brecht a traitée de manière si différente 16, et c'est un propos qu'on ne s'attendrait pas à trouver de la part d'une jeune femme élevée dans toutes les rigueurs du catholicisme. Mais ce TVF tout en finesse ne manque pas de préciser un point important. Lorsqu'Antoinette est morte et que Mademoiselle Drault dit « Je reste » pour se consacrer à l'enfant, elle n'entend pas capter à son profit l'amour filial, c'est au contraire, dit-elle, pour lui transmettre jour après jour l'amour de sa mère disparue, en lui racontant à quel point elle était une merveilleuse et exquise personne. La conjonction d'un contexte historique précis, ici celui de la Deuxième Guerre mondiale, et d'un problème à la fois anthropologique et sociétal, le rapport de la mère à l'enfant, est un aspect fréquent du genre TVF qui, comme le fait Mademoiselle Drault, y ajoute souvent un troisième champ d'exploration, celui des êtres vus individuellement, dans le caractère qui leur est propre. Du général au particulier et vice-versa, c'est ainsi que le tissu téléfilmique se construit, cherchant un équilibre entre ces éléments de manière parfois un peu trop visible et maladroite, mais ce n'est évidemment pas le cas ici. La réussite de ce TVF viendrait plutôt de la parfaite osmose entre ses composants, du fait que tous se trouvent réabsorbés dans les deux principaux personnages féminins. Ainsi s'explique la densité dont ceux-ci sont pourvus, sous une forme lumineuse chez Antoinette et beaucoup plus obscure chez Mademoiselle Drault. Elles sont les deux versants d'un même monde, des douleurs et des joies qui s'y rencontrent. Antoinette incarne la grande bourgeoisie juive d'avant-guerre, merveilleuse d'élégance, de délicatesse et de générosité. Mademoiselle Drault vient du catholicisme rigoureux et antisémite de cette même avant-guerre. Son apparence reste celle que lui a conféré l'héritage idéologique de la bourgeoisie vieille France. Et ce n'en est pas moins là-dessous que par la grâce d'Antoinette, son cœur va se gonfler de sentiments nouveaux. La stylisation opérée par le TVF, sans aller jusqu'à une symbolisation, permet une communication rapide et visible entre le macrocosme sociétal et le microcosme individuel. Il en est ainsi lorsque ce genre est porté au meilleur de lui-même. Les vivants et les morts de Gérard Mordillat. Après Mademoiselle Drault, on se déplace ici à l'autre extrémité du genre TVF. Là où le précédent exprimait toute une vision historique et poétique du monde en un seul épisode peu chargé d'action, surgissent au contraire, avec les vivants et les morts,
une foule d'événements et de personnages dont les grandes et petites misères se répandent dans un grand pan d'histoire sociale récente, sinon contemporaine. Pas moins d'une cinquantaine de personnages, de quoi remplir les 825 pages d'un roman du même auteur qui est à la fois écrivain et cinéaste, et de quoi donner matière à 8 épisodes de ce que certains journaux ont appelé une série, en raison même de cette longueur et de cette abondance. Mieux vaut pourtant parler de téléfilm, sans accorder trop d'importance à ce problème de définition, du fait que les épisodes s'enchaînent chronologiquement pour raconter une seule et même histoire, celle d'une entreprise française, appelée fictivement la COS, que ses employés ne peuvent arracher à une fermeture définitive en dépit des risques énormes qu'ils prennent pour tenter de la maintenir en vie. La COS est une usine de fibres plastiques, qui est rachetée par des capitaux américains dont l'origine et le cheminement restent plus ou moins obscurs, mais les effets inéluctables. Cette tragédie sociale dont les exemples se sont multipliés depuis un certain nombre d'années, est montrée du point de vue des ouvriers qui s'acharnent à vouloir sauver leur entreprise, en s'appuyant sur les syndicats à dire vrai bien peu efficaces, et parfois en les débordant. Le matériau ne manquait pas à Gérard Mordillat pour retracer cette histoire, mais plutôt que de s'appuyer sur une enquête précise pour dévoiler ce que la version officielle a falsifié ou occulté, le réalisateur a choisi le style d'une sorte d'épopée qui charrie dans son flot émotions et sentiments. Le modèle est à chercher non du côté des films de dénonciation de l'italien Francesco Rosi mais bien davantage dans Germinal, les souvenirs de Zola ayant été réactivés par le film qu'en a tiré Claude Berry. Cependant, à d'autres égards, comme on va le voir, c'est aussi un anti-Germinal, le film et non le livre, et il n'est pas interdit de penser que de cette confrontation, le TVF sort gagnant. La comparaison permet d'ailleurs d'apprécier l'évolution de la classe ouvrière en France 17, quitte à souligner une permanence dans ce que le langage marxiste, mais pas seulement lui, appelle légitimement une exploitation. Les personnages de Mordillat ressemblent, ou presque, à n'importe quel Français de la classe moyenne, et on n'a pas l'idée de les désigner du nom de prolétaire qui de toute manière est désormais vieilli. Mais c'est justement pour cela que l'injustice dont ils sont victimes semble inconcevable avant même d'être inacceptable. Il y a là un paradoxe de la fin du XXe siècle qui rend d'autant plus nécessaire le travail d'un réalisateur scandalisé par l'impuissance ou la résignation générale devant des faits récurrents, licenciements, plans de sauvetage, délocalisation et fermeture d'usines, dont on s'étonne en effet, qu'ils ne provoquent pas une révolte plus violente et plus générale. La position de Gérard Mordillat, qui a beaucoup parlé de son TVF et du projet sur lequel il reposait, est que les médias français et notamment le cinéma représentent fort peu le monde ouvrier, dont l'une des difficultés d'être et de survivre viendrait de cette trop faible visibilité. Ce qu'il dit moins clairement mais qu'on comprend pourtant à voir la manière dont il a traité le sujet, concerne les conditions nécessaires pour que ce monde-là soit mieux représenté, d'une manière plus convaincante, et c'est justement là que le genre TVF se montre particulièrement utile et efficace. C'est en effet un genre particulièrement apte, comme on l'a déjà dit, à mêler le collectif à des aspects ou des personnages particuliers et à représenter la vie des gens dans son mélange d'activités professionnelles et de problèmes privés, sentiments, émotions, passions, etc. S'agissant du TVF, on ne sait ce qui est premier, des œuvres ou de l'attente du public qui leur correspond. Mais avec les vivants et les morts, l'idée se confirme que ce genre permet d'aborder des thèmes peu souvent traités ailleurs ou traités différemment. On verra que la vie de l'entreprise, qui à notre époque est toujours à sauver 18, est un sujet très souvent évoqué, mais jamais avec l'ampleur et le pouvoir d'émotion qui se dégagent de ces 8 épisodes, de 55 minutes chacun. Mordillat s'explique assez clairement sur la représentation de la vie ouvrière contemporaine qu'il souhaite donner. Pour ce qui est de ce qui a été appelé longtemps la classe ouvrière, il appartient aux spécialistes de décider si ce terme est ou non justifié. Une tradition bien établie que rejettent les vivants et les morts, consiste à en parler selon les modes de représentation et les a priori du communisme, comme ce fut le cas pendant plusieurs décennies après la Deuxième Guerre mondiale. Le TVF de Mordillat, sans aborder la question sur un mode directement polémique, n'en est pas moins une sorte de manifeste signifiant que pour toucher le public, il faut renoncer à s'y prendre ainsi et représenter le monde du travail autrement. Parmi la foule de personnages qui apparaissent dans tous les épisodes à peu près également, il y en a 3 qui émergent en tant qu'individus singuliers,
et qui d'ailleurs donnent leur nom aux 3 grandes parties selon lesquelles son œuvre est articulée. 2 d'entre eux constituent un jeune couple, celui de Rudy joué par Robinson Stevenin et de Dallas joué par Marie Denarnaud. Bien qu'on les suive tout au long des 8 épisodes, l'idée est que leur vie à la fin de cette histoire ne fait que commencer ou recommencer. En revanche, le 3e personnage, Lorquin, est plus âgé. C'est un homme d'une autre génération qui ne parvient pas à survivre aux transformations considérables qui lui sont imposées et qui disparaît avant la fin de l'histoire, en se donnant la mort volontairement. La confrontation entre générations différentes est un sujet fréquemment abordé par les TVF quand ils sont longs et prennent la forme d'une saga, un mot qui convient mieux ici que celui de série parce qu'il implique un caractère épique du ou des récits. Encore faut-il préciser qu'il s'agit d'une saga contemporaine, et non pas de l'Islande ancienne 19. Mordilla veut parler de ce qui s'est passé et se passe encore dans la société française en général, et dans le monde ouvrier en particulier, depuis quelques décennies seulement. Lorquin est un être pathétique parce qu'il a été formé dans une morale rigide de respect du travail et de dévouement, alors même qu'il est parfaitement conscient de faire partie des exploités. Bien qu'il connaisse à fond le fonctionnement de ce système inhumain, il n'arrive pas à accepter son renvoi de la cause pour raison d'âge et vit comme une tragédie personnelle, ce qui n'est rien de plus ni de moins qu'un banal licenciement. Ses valeurs morales implicites s'avèrent rigides également pour tout ce qui concerne le couple, le mariage et la sexualité. Et c'est aussi de cela que meurt Lorquin, bien incapable de comprendre ce que lui dit la femme dont il s'est épris, à savoir qu'elle ne peut répondre à sa passion parce qu'elle aime les femmes exclusivement. De toute façon, on se dit qu'il n'aurait pu supporter ni survivre à sa propre trahison à l'égard de sa femme Solange, malgré l'impossibilité où il est de s'épanouir dans leur relation conjugale à l'ancienne. Pour une partie militante de la classe ouvrière, cette fidélité de routine signifiait le refus des turpitudes et des adultères de la bourgeoisie. Le TVF met l'accent sur le fait que ni Rudy ni Dallas ne partagent plus ses mœurs, ni ses conceptions. Le premier se laisse envoûter par une relation érotique avec la femme de son meilleur ami, qui d'ailleurs est au courant depuis le début de cette liaison et l'admet sans qu'il soit question ni de sacrifice ni de complaisance. La seconde, qui dans les premiers épisodes n'est encore qu'une adolescente, se laisse volontiers tenter par une sexualité polymorphe, puis lorsqu'elle se trouve seule après l'emprisonnement de Rudy pour acte de violence, elle comprend qu'il lui faut d'abord survivre, vivre et faire vivre, et aussi apprendre tout ce que son milieu d'origine ne lui a jamais permis de connaître. Pour cela, elle accepte de devenir la maîtresse du médecin local qui s'intéresse à elle depuis longtemps, et auquel elle porte à la fois de l'estime et d'admiration. Leur contrat est que cette liaison cessera lorsque Rudy sortira de prison. Le TVF se termine en effet ou presque sur le moment où Dallas retrouve Rudy libéré, et lui dit ce qui s'est passé. Comme on pouvait s'y attendre, la réaction immédiate de Rudy est brutale, violente, conventionnelle aussi. Il la frappe, l'insulte, mais comme elle a appris à s'expliquer et à se justifier, il comprend finalement qu'elle n'avait pas le choix, et tombe dans ses bras en lui demandant pardon. C'est le happy end à peu près inévitable des TVF, mais ici on y arrive au terme d'un parcours qui permet d'y voir un aboutissement logique. La possibilité d'une levée d'angoisse est acquise par un long travail accompli sur soi-même. Celle-ci n'est possible en effet qu'après le parcours initiatique des 2 personnages principaux, sur le modèle du conte traditionnel, comme on l'a annoncé précédemment. Dallas avait beaucoup à apprendre, ce qui peut passer par des découvertes et des entraînements dans des domaines très concrets du quotidien. Être élégante et raffinée, passer le permis de conduire, savoir dire aux gens qu'on les aime et qu'on les comprend, affirmer ses goûts sans honte quand ils n'ont rien de honteux en effet. Dallas a fait tout ce parcours qui signifie le passage de la petite fille sauvage et indisciplinée, au stade de la femme émancipée et consciente d'elle-même. Rudy de son côté devait se défaire des pulsions violentes et ravageuses qui ont fait de lui, très tôt, un jeune délinquant. À l'âge de 12 ans, il a tué un jeune policier accidentellement alors qu'il fuyait dans une voiture volée. Il en a gardé une horreur profonde de la vie en prison, qui l'a entraîné à de nouvelles violences. Cependant, il a connu aussi un attachement profond pour des parents adoptifs, auxquels il doit tout. De ce passé complexe, plein de contradictions terribles, il lui fallait prendre le temps de tirer sa substance et son être d'homme.
On voit par là à quel point Mordilla s'éloigne d'une certaine représentation communiste du jeune prolétaire qui vit pour son parti, et dont tous les actes consciemment assumés sont consacrés au succès de celui-ci. Dans un autre TVF dont il sera bientôt question, Les camarades de François Luciani, 2006, on voit un jeune militant qui correspond à peu près à ce modèle, et qui d'ailleurs en est très malheureux, risquant plus ou moins le sort de Lorquin. Avec Roudy, on est vraiment dans un post-communisme qui ne semble même plus se souvenir que le communisme a existé, et c'est justement parce qu'il n'est pas enfermé dans son engagement politique qu'il est un vrai personnage de TVF, proposé aux spectateurs comme exemple de difficile mais indispensable adaptation. Ce trait est une des caractéristiques de la littérature populaire, plus spécialement du conte qui en fait partie. Le but en est essentiellement pédagogique, mais paradoxalement on y voit souvent que le plus pur divertissement. C'est que le plaisir du récit et de ses plus touchants épisodes est nécessaire pour faire passer le message, comme on dit aujourd'hui, ou la moralité comme on disait autrefois. Il n'y a donc rien d'extravagant à rapprocher l'histoire de Dallas et Roudy de celle de Landry et de Fanchon, telle que racontée par George Sand dans La Petite Fadette. Là aussi la jeune fille devait d'abord aller vivre sa vie loin de son cher Landry pour quitter l'état sauvage et devenir une vraie femme. Naturellement, dans le roman de George Sand, il est convenu que la Fadette gardera sa vertu intacte pour Landry. En fait, la question est délicatement esquivée, mais pour qui connaît les audaces de l'auteur. Aux effroyables conséquences des mutations en cours dans le monde industriel contemporain, G. Mordilla ne propose pas directement de solution et tout porte à croire que pour lui comme pour nous tous, il n'y en a point qui apparaissent en toute clarté. En revanche, le TVF lui permet d'en suggérer d'autres, sans doute indirectes et différées, mais les seuls dont on puisse espérer une efficacité dans le long terme, alors que la gestion actuelle des conflits par les syndicats, les partis ayant baissé les bras, n'a pas permis d'éviter les désastres en cours depuis plusieurs dizaines d'années. Les vivants et les morts n'est certainement pas un ouvrage d'éducation politique ou citoyenne qui pourrait porter comme sous-titre « Comment sortir de la crise actuelle ». Mais on y entrevoit comment cette sortie pourrait se faire grâce à l'immense effort d'individus singuliers qui se battent dans tous les domaines de leur vie contre les formes d'enfermement les plus variées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.